Bonjour à tous, bienvenue sur Figaro Live et sur le Figaro.fr. Comprenez-vous le blues des policiers et des gendarmes? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. À l'origine de cette question, il y a un chiffre qui atteste d'une réalité qui fait froid dans le dos. C'est le nombre de suicides dans les rangs de la police. 479 en 10 ans, avec un pic, notamment en 2014, 55 en 2014, 44 l'an dernier, c'est encore une estimation. Pourquoi ? Quel est le problème ? Eh bien, donnez-nous vos témoignages, donnez-nous votre avis, posez vos questions. Nous, on posera la question à ceux qui ont travaillé sur cette réalité ou bien qui la vivent. On posera la question à François Grosdidier. Il est sénateur et il est rapporteur de la commission d'enquête sur la sécurité intérieure qui publie ce matin ce rapport sur l'état de la sécurité intérieure et qui corrèle l'état moral de la police avec celui de votre sécurité, de notre sécurité. On posera également la question à Guillaume Lebeau, membre de la BAC et leader de l'association Mobilisation des policiers en colère. Il avait défrayé la chronique l'an dernier avec ce livre, Colère de flic, témoignage donc d'un policier avec cette question « Mission impossible pour les gardiens de la paix ?» point d'interrogation. C'était chez Flammarion. Est-ce que les choses ont changé depuis un an ? On lui posera également cette question. Christophe Cornevin est également avec nous, rédacteur en chef au service Société du Figaro, avec Jean Kiki-Zola. Il publie ce matin cette enquête qui fait la une de l'édition papier du Figaro et qui est au cœur du débat des décrypteurs. Bonjour François Grosdidier. Vous êtes sénateur, vous avez été député, vous avez été également maire de Wappy en Moselle. Vous alertez depuis des années sur les questions de sécurité, vous avez été au cœur de polémiques. Là, vous avez contribué à un travail où vous avez rencontré des dizaines de personnes, aussi bien des responsables que des policiers de terrain, des syndicalistes, des responsables de la sécurité. Pourquoi déjà cette question, tant de suicides dans la police? Est-ce que vous avez élucidé? Oui, tant de suicides parce qu'ils vont forcément mal dans les conditions où ils travaillent. Alors bien sûr, dans un suicide, il y a toujours des facteurs personnels, mais il y a des facteurs professionnels. Et souvent d'ailleurs, les facteurs personnels, la dislocation de la famille, la difficulté à voir les enfants, viennent des facteurs professionnels. C'est pas lié à l'état de la société? Bien sûr, il y a un certain nombre de facteurs liés à l'état de la société, notamment la dangerosité, l'hostilité auxquelles ils sont en but, mais qui devrait être traité, qui ne l'est pas. Il faut savoir que depuis une dizaine d'années, notamment ces 5 dernières années, les polices et gendarmeries ont mis en œuvre des dispositifs de prévention des risques psychosociaux. C'est dire que s'ils n'existaient pas, ce serait certainement pire, mais parce qu'on a des causes beaucoup plus en amont. Et celles-là ne sont pas traitées. Les causes plus en amont, c'est déjà la grande misère des moyens. Quand on travaille dans des locaux vétustes, quand on a des voitures obsolètes qui en sont même dangereuses, quand on n'a pas les équipements de base pour faire son métier. C'est aussi plus profondément le problème du sens. Ils prennent de plus en plus de risques physiques, souvent doublés d'un risque juridique avec des institutions qui ne leur font pas de cadeaux. Et en plus, ils se posent bien des mises en cause à peu près systématiques. Quelles institutions ne leur font pas de cadeaux? Notamment la justice. Ils ont le sentiment d'être traités plus durement que certains de leurs délinquants. Alors c'est peut-être un sentiment excessif. C'est évident qu'il n'y a pas la réponse pénale adaptée. C'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de risques pour arrêter et mettre à disposition de la justice des individus qui parfois sont libérés plus vite qu'eux. Alors à tout coup sûr, s'ils sont des mineurs, on a le vrai problème du traitement des délinquants des mineurs, puis après on a le problème qui est à nuancer dans la justice, mais effectivement de la longueur du temps pour juger, du problème de l'exécution des peines, peut-être encore plus que celui de leur décision. Donc c'est en aval, mais les dysfonctionnements de la justice
en aval et plus encore dans l'administration pénitentiaire, en fait, bloquent tout l'amont. Et ça leur pose le problème du sens de leur action et celui de la reconnaissance. Quand ils ne se sentent pas suffisamment soutenus par la hiérarchie, peut-être plus pour les policiers que les gendarmes, pas par le gouvernement, même par le Parlement qui n'a pas voté les crédits suffisants, et souvent pas par les magistrats non plus. Ils ont parfois l'impression qu'on les traite sur un pied d'égalité avec les délinquants des crimes polémiques, et parfois même par les médias et l'opinion. Le sentiment d'insécurité augmente, vous dites dans votre rapport, c'est un des passages vraiment très forts, très intéressant dans votre rapport. Est-ce que l'insécurité, elle, augmente? Alors oui, l'insécurité augmente. Alors d'abord, il y a le terrorisme qui crée un sentiment très, très anxiogène, à la fois pour la population et même pour les policiers, depuis Magnanville. Il y a un véritable syndrome Magnanville. Les policiers se disent que non seulement ils prennent des risques pour eux, mais pour leur famille aussi. Vous dites et ça que mine. c'est un tournant. Oui, c'est un tournant. Toute la France a admiré, là, récemment, et pleuré le sacrifice du colonel Arnaud Beltrame, mais vous dites, justement, dans votre rapport, qu'en fait, le tournant a eu lieu, donc, et bien sûr. Le 13 juin 2006. Et de ce point de vue, les terroristes ont parfaitement atteint leur cible, créant l'insécurité au sein même des familles de policiers ou de gendarmes. Donc c'est pour eux extrêmement pesant. Par ailleurs, ils sont sollicités comme jamais depuis la vague terroriste. Il y a quand même 21 millions d'heures supplémentaires dans la police en stock qui ne sont pas payées ni récupérées. Et on sait pas. Et le gouvernement est incapable de nous dire comment il va le faire. Il y a le sentiment pour les policiers souvent d'être méprisés, que les affectations, les promotions donnent lieu à l'arbitraire. Alors c'est peut-être un sentiment exagéré, mais c'est un sentiment qui est très présent. Et je reviens à cette question sur le sentiment d'insécurité et de l'insécurité réelle. Est-ce que le sentiment d'insécurité qui augmente est justifié par l'augmentation de la sécurité ? Le sentiment repose toujours sur une réalité. Alors certes, l'impact terroriste est psychologiquement extrêmement fort, plus que le risque statistique. Mais on a seulement la présence de ce risque, mais on a aussi une violence de plus en plus importante et de plus en plus gratuite. Que ce soit dans certains quartiers sensibles, mais que ce soit aussi l'irascibilité de certains citoyens, y compris dans des beaux quartiers. Les policiers ont le sentiment d'être en but à une hostilité et parfois à des déferlements de violence. On a des guet-apens, je veux dire, dans certains quartiers qu'on ne connaissait pas il y a une dizaine d'années. Et puis même dans des conflits sociaux ou des manifestations avec les Black Blocs, on a un déchaînement de violence contre les forces du maintien d'ordre qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est vraiment un phénomène émergent. Il y a une quinzaine d'années, une ancienne commissaire qui s'appelait Lucienne Buitron avait écrit un livre sur les violences et les insécurités urbaines. Elle faisait une échelle sur justement les incivilités. Et elle disait qu'au sommet de cette échelle, justement, il y a le fait que la transgression ultime, c'est de prendre justement les forces de l'ordre comme cible, de ne pas leur obéir et même de s'attaquer à elles. C'est banal. Aujourd'hui, les policiers supportent de plus en plus mal, mais les gardiens de prison qu'on a entendus aussi. C'est-à-dire qu'il y a des prisons où ils se font en permanence insulter et sortent à des refus d'obéissance de la part de prisonniers, alors que ça devrait être l'exception et qui est punie. Et bien, dans un certain nombre de quartiers, effectivement, on ne poursuit même plus les outrages, ce qui n'est pas normal, parce que les outrages sont absolument courants, c'est devenu généralisé, et on a même parfois des contrôles automobiles qui dégénèrent. C'est pour ça qu'on milite aussi pour la généralisation de la caméra, par exemple, de la caméra vidéo, et on ne comprend pas que tous les policiers n'en soient pas encore équipés et que les gendarmes le soient si minoritairement. Une dernière question, François Grosdidier, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans votre enquête ? Écoutez, c'est vraiment de voir l'extrême détresse de certains policiers. Plus terrible a été d'entendre ceux dans la maison de repos du Courbat. Et nous la maison de repos des policiers. Voilà, des policiers atteints de dépression ou d'addiction, et nous expliquer les raisons professionnelles qui sont connues depuis très longtemps et qu'on n'a pas traitées. Ce que je n'arrive pas à comprendre, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que le phénomène décrit, notamment par Guillaume Lebeau, par les policiers en colère, en fait, correspond à la réalité générale. C'est pas des cas individuels qui ont connu plus de difficultés que d'autres. Et ils sont parfois dans les descriptions en deçà de la réalité qu'ont pu constater les sénateurs. Et ce phénomène est général, il est connu, mais il est minimisé. On met trop la poussière sous le tapis dans la police, alors qu'il faut parler des problèmes pour commencer à les résoudre. Et on en parle et on propose des solutions. Tout est résolvable.
tout est résolvable, hein. C'est justement votre conclusion. On va peut-être en parler justement dans une deuxième partie. Vous posez vos questions au sénateur François Grosdidier. Il est notre invité. Il est donc le rapporteur de cette commission d'enquête sur l'état de la sécurité intérieure. Je salue Delphine qui nous a rejoint sur les réseaux du Figaro. Il est évident que les conditions de travail des policiers et des gendarmes sont très difficiles. Pourquoi justement les trouvez-vous et en quoi les trouvez-vous difficiles, Delphine? Vous nous le dites. Et on salue également Jean. Le manque de la justice sur les peines non effectuées donne le ras-le-bol de la police et de la gendarmerie. Est-ce que c'est la seule cause? On en débattra peut-être tout à l'heure. On en débattra sûrement tout à l'heure, puisqu'il y a une partie de cette émission qui vous est consacrée. Vous continuez à donner vos commentaires, vous donnez votre avis et vous répondez à la question sur Twitter. Est-ce que vous comprenez le blues des policiers et des gendarmes? Et pour l'instant, vous êtes une écrasante majorité à répondre oui. Dites-nous pourquoi, justement. Et peut-être ça vous a échappé, mais regardez ces images. C'était le 28 juin dernier. Des policiers ont manifesté à Paris. En cause, c'était la mutualisation de plusieurs commissariats en banlieue. Selon eux, cette mutualisation va conduire à fermer des postes de police la nuit, au préjudice de la sécurité des citoyens. Un de ces policiers de banlieue, justement, est avec nous. On va lui demander ce qu'il en pense, juste après avoir écouté ce coup de gueule d'un autre policier syndicaliste, celui-là. L'heure de la police de sécurité du quotidien que le ministre nous vante, à l'heure du rapprochement police-population, on voit que dans les faits, sous prétexte de contraintes budgétaires, on mutualise et on ferme des postes. C'est intolérable et on se battra jusqu'au bout. Bonjour Guillaume Lebeau. Bonjour. Justement, sur ce point-là, sur cette histoire de mutualisation des commissariats en banlieue, ça vous met en colère également? Bien sûr, en fait, c'est une catastrophe non seulement pour les policiers, mais surtout pour les citoyens. C'est-à-dire que ne plus avoir de commissariat dans une ville, c'est dangereux pour les personnes qui y vivent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà commencé les mutualisations. Ce n'est pas forcément un projet à venir. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, la nuit, par manque d'effectifs, on a des commissariats qui sont au bord de la fermeture déjà. Et on a l'impression que ce que vous racontez, c'était ce qu'on racontait également sur l'armée, c'est-à-dire qu'on fait des réformes parce qu'on n'a pas assez de moyens, et donc on fait des réformes par le bas. C'est ça. On fait des réformes parce qu'on n'a pas assez de moyens, parce qu'on n'a pas assez d'effectifs, et on fait des réformes par contrainte. Et ça, c'est pas normal que sur un district, par exemple, comme le mien dans lequel je travaille, pour 5 ou 6 villes, il n'y ait qu'une voiture de police disponible la nuit, ou 2. Des fois, on doit faire le tour d'un deuxième district pour trouver un véhicule pour envoyer sur le premier. Et pendant ce temps-là, les personnes qui en subissent ces conséquences sont tout d'abord les citoyens et après nous. Il y a d'autres endroits où les mutualisations ont déjà commencé, comme dans le 78 par exemple, où le problème que les collègues rencontrent, c'est qu'on a fermé certains commissariats officiellement, mais dans les faits, le commissariat reste ouvert avec 1 ou 2 policiers qui sont juste là pour le garder alors qu'il est vide. Donc ce sont des réformes qui n'ont pas vraiment énormément de sens au final. Je voudrais qu'on revienne sur le rapport. Merci de ce témoignage, de cette précision. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, en tout cas dans ce que vous en savez, dans ce que vous en avez entendu? En tout cas, vous, est-ce que vous avez le sentiment, enfin, d'être entendu avec ce rapport? Nous, on a enfin le sentiment d'avoir été pris en considération. C'est-à-dire que le mouvement des policiers en colère a commencé spontanément dans la rue en 2016, et depuis, on n'a eu aucune réponse des institutions. Et là, pour une fois, on trouve que c'est une excellente nouvelle que le Sénat s'est penché sur la question, qui a enfin voulu écouter nos revendications, auditionner des policiers de terrain, de toutes les structures de la police. Et c'est une très bonne nouvelle. Et le rapport, d'après ce que j'en découvre ce matin, va dans le bon sens, effectivement. En quoi? On met vraiment le doigt sur des problèmes qu'on dénonce depuis longtemps, notamment les statistiques, en fait, qui n'ont pas de sens chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toujours la politique du chiffre, en fait, qui gouverne la police nationale. Chaque chef de service ou chaque chef de direction demande à ses collaborateurs des statistiques, en fait. Mais c'est des statistiques faites juste pour alimenter une base de données. Et ça ne va pas dans le sens de la délinquance, ça n'a pas vraiment le but. En tout cas, nous, policiers de terrain, on ne voit pas le but qu'elles peuvent apporter. Vous pouvez dire autant le nombre d'heures que vous avez travaillé, le nombre de PV que vous avez fait, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des statistiques qui montrent, par exemple, comment la lutte contre la délinquance a pu progresser dans certains quartiers, dans certaines régions, dans certains départements. Bien sûr, ça ne prend pas en compte effectivement le sentiment d'insécurité que vivent les citoyens dans les villes. Et en plus, nous, par exemple, dans une brigade anticriminalité, en moyenne, on va nous demander... Mais on ne va pas se laisser tyranniser par le sentiment d'insécurité, Guillaume Lebeau. Mais nous, on va nous demander, par exemple, 30 interpellations par mois. Mais en fait, qu'on fasse 30 personnes qui ont volé dans un magasin ou 30 personnes qui ont fumé un petit bout de cannabis, ça sera pareil pour les statistiques de la délinquance. Donc nous, on résout des affaires, en fait, en faisant des choses faciles, au final,
vu qu'on n'a pas le temps d'approfondir nos enquêtes, on fait des petites interpellations faciles pour que les chiffres de la délinquance en fait, baissent tout simplement. Il y a un an, vous avez publié donc ce livre qu'on voit à l'antenne, Colère de flics. Vous dénonciez les incivilités, notamment les incivilités, le mal-être des policiers, la dégradation de vos conditions de travail, l'attitude de vos hiérarchies, celle des magistrats. Est-ce que depuis le début de vos mobilisations, est-ce que depuis ce livre, les choses ont changé? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression d'avoir été juste un peu écoutés. Donc on a envoyé quelques budgets dans des commissariats pour avoir quelques travaux de peinture à la va-vite effectués ou quelques petites réparations. Mais dans l'ensemble, en fait, tout ce qu'on dénonce tarde encore à être résolu. On ne sait pas aujourd'hui si le gouvernement, par exemple, a réellement l'intention de résoudre les problèmes de la police nationale. Depuis qu'on a lancé les manifestations, le livre, et on est mobilisé, on envoie des courriers régulièrement pour dénoncer les problèmes. Jusqu'à ce rapport, en fait, aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est pas encore pris au sérieux. Une toute dernière question, Guillaume Lebeau. Ça a été l'événement du week-end. Les images ont tourné en boucle, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Elles ont été même prises par un détenu de la prison de Réau, en Seine-et-Marne. C'est l'évasion de Redouane Faïd, qui est impliqué dans la mort d'une de vos collègues, la policière municipale Aurélie Fouquet, le 26 mai 2010. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant cette évasion? On ressent de l'injustice, de la colère forcément, et on pense aussi aux familles, en fait, aux familles de la policière municipale qui a été lâchement assassinée par cette bande dont participait Redouane Faïd. Et en plus, c'est pas la première fois qu'il s'évade de prison. C'est un détenu dangereux. On sait qu'il va s'évader. On ne comprend pas comment aujourd'hui on peut encore s'évader aussi, on va dire, facilement d'une prison française. Merci beaucoup Guillaume Lebeau. Je rappelle votre livre, hein, Paroles de flic, c'est aux éditions Flammarion. Et on va continuer ce débat juste après parce qu'il y a énormément de questions qui sont posées. Je salue notamment Arnaud, Delphine, Jean et Juan qui nous ont rejoints. Vous continuez de répondre, de poser vos questions et vous répondez à notre question sur Twitter. Est-ce que vous comprenez le blues des policiers et des gendarmes, notamment après avoir entendu Guillaume Lebeau? On parlait donc juste à l'instant de l'évasion de Redouane Faïd qui a suscité pas mal de colère parmi les syndicats, en particulier parmi les syndicats de policiers, mais aussi parmi les syndicats des gardiens de prison. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. Après, nous ne sommes pas, nous, armés à l'intérieur, donc nous n'avons aucun moyen de répliquer face à ça, quoi. Il n'y a que les Miradors sont armés, mais les Miradors n'avaient pas de visu sur ça. Et les armes sont dans des armureries. Donc nous n'avons aucun moyen de répliquer face à ce genre de situation. Je suis. Bonjour Christophe Cornevin. Bonjour. Vous êtes donc journaliste, rédacteur en chef au service Société du Figaro. Vous suivez notamment les questions de renseignement intérieur, renseignement extérieur. Vous voyez juste sur cette question-là des points communs entre la colère des gardiens de prison et celle des policiers? Bien sûr, parce que finalement, peu ou prou, ils partagent le même quotidien, ils partagent les mêmes problèmes, c'est la même rugosité avec le public qu'ils doivent gérer. Pour revenir notamment sur les policiers. Par exemple, les policiers, quand ils sont dans la rue, ils sont face à une violence de plus en plus exacerbée, qui n'a plus de limite, qui n'a plus de surmoi, si j'ose dire, et dans les prisons, c'est pareil. Ce qui veut dire qu'après, ils affichent des bilans de blessés, d'agressions qui a atteint un seuil quasiment inégalé. C'est des gens c'est des fonctionnaires qui généralement donnent beaucoup et qui ne sont pas en retour toujours appréciés. En tout cas, ils n'ont pas le sentiment d'être véritablement reconnus par leur hiérarchie. Exemple, Redouane Faïd, le personnel de la prison envoie des messages, des SOS. Et c'est révélé par le Figaro. On a révélé effectivement cet échange de mails absolument surréaliste entre les responsables de la prison et la chancellerie, en disant attention, Redouane Faïd peut partir, peut s'envoler, entre guillemets, et finalement, on ne les écoute pas, on n'écoute pas la base. Là, en l'espèce, c'est un exemple très frappant. Qu'est-ce qui est en cause? Pourquoi on n'écoute pas la base? Alors, c'est une impression, hein, mais je pense que ça traduit quand même une certaine réalité sur le terrain. Les policiers, en fait, parce que la vraie fracture, si j'ose dire, se sent beaucoup plus, en fait, dans le ressenti, hein, au sein de la police que de la gendarmerie. Pourquoi? Parce que dans la gendarmerie, qu'on soit général ou brigadier, on a tous appris à marcher au pas. On a tous le même statut militaire.
on fait tous partie d'un même corps. On a tous quasiment, on est encodés quelque part par ce régime. En revanche, dans la police, on a ce sentiment de fossé qui s'est creusé entre les trois corps, à savoir les gardiens dégradés d'un côté, les officiers de l'autre, et bien évidemment au-dessus les commissaires qui ne sont pas issus des mêmes formations, qui n'ont jamais fréquenté les mêmes écoles, donc ils ne se sont jamais parlé. Et une fois qu'ils sont dans les services, les commissaires, assez légitimement, sont quand même obligés de diriger pas mal de choses, mais à la différence de leurs anciens, sont de plus en plus enfermés dans leur bureau à faire du reporting, à faire de la paperasse. Et c'est ce que déplorent les gardiens, parce qu'ils se disent, nous on n'a pas nos chefs sur le terrain, on ne vit pas la même réalité qu'eux. Parce que, voilà, c'est l'une des révélations quand même du rapport Grosdidier. D'habitude, on accuse les politiques, d'habitude, on accuse la population, éventuellement, on accuse les magistrats. Mais là, ce qui est en cause dans ce rapport, c'est l'attitude de la hiérarchie policière, et pas simplement les hauts fonctionnaires de la place Beauvau. Oui, parce que la hiérarchie policière... Est-ce que ce n'est pas un peu facile? Alors, le chef est toujours mauvais. Voilà, il faut toujours se garder des généralités. Parce que moi, ça fait 25 ans que je travaille dans des... pas ça parce qu'on est rédacteur en chef. Non, ça fait 25 ans que je travaille sur les questions de police et que je connais beaucoup de policiers. J'ai connu des chefs de service, et j'en connais encore, qui sont absolument remarquables, attentifs, précautionneux, et qui vont tout faire pour défendre leurs troupes. D'autres sont parfois peut-être effectivement plus enfermés dans leur tour d'ivoire mais ça existe dans tous les corps répondre à une seule équation qui est une équation personnelle, leur propre équation. Est-ce que c'est spécifique à la police ou bien c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs corps Alors, non, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que peut-être que dans la police, ça peut être très marqué parce qu'ils sont quand même... Disparité des formations. Voilà, disparité. Et puis aussi pression, parce qu'effectivement, on a abandonné la politique du chiffre, officiellement. La politique du chiffre à l'époque de Nicolas Sarkozy, etc., est officiellement abandonnée. Mais reste qu'il y a des indicateurs de performance à observer, ce qui est une nouvelle traduction de la pression qui peut peser sur les effectifs. D'ailleurs, ces indicateurs de performance sont passés au crible actuellement à Matignon, ministre par ministre, et en fait, ça redescend en pluie fine sur les administrations et les gens qui les animent. Donc, il y a toujours cette pression qui plane et qui pèse et qui met les policiers un peu en situation d'asphyxie parce qu'ils sont pris en étau entre cette pression-là et puis des procédures qui sont de plus en plus indigestes, qui leur prennent des heures de boulot. Un vol à l'étalage, c'est 1 heure d'enquête. Sur l'heure d'enquête, il y a 45 minutes de paperasse et 15 minutes de terrain. Et ça, à un moment, ils disent stop, assez légitimement. Et c'est les citoyens, bien sûr, qui en pâtissent. Hélas. Une toute dernière question, réponse courte. Christophe, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce rapport? Moi, ce qui m'a peut-être le plus marqué dans ce rapport, c'est certaines conditions matérielles. C'est-à-dire, je vais dans les commissariats, je vois beaucoup de choses, mais là, le rapport est de nature à donner une véritable photographie assez mesurée de ce qui se passe, avec des voitures qui ne marchent plus de 100 000 km, plus de 10 ans, des locaux qui tombent un peu en décrépitude. C'est vrai que quand on condense tout, on a vraiment l'impression que les policiers sont au bord du précipice. Et on recommande l'article de Jean-Kiki Zola, justement, qui détaille cette vétusté et cette misère, cette grande misère des commissariats et des moyens policiers. Est-ce que vous comprenez le blues des policiers et des gendarmes? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Et merci de nous y répondre. Vous êtes 89% à répondre oui. Dites-nous pourquoi. On va prendre vos questions, celles que vous posez justement à nos invités, à François Grosdidier, à Guillaume Lebeau et à Christophe Cornevin. Merci en tout cas, Christophe, de ces premières précisions. Je voudrais qu'on prenne une première question. Donc, une première remarque, donc celle de Delphine, qui disait « Il est évident que les conditions de travail des policiers et des gendarmes sont très difficiles ». Jean, également, qui nous disait « Le manque de la justice sur les peines non effectuées donne le ras-le-bol de la police et la gendarmerie ». Guillaume Lebeau, on disait tout à l'heure avec François Grosdidier que justement l'attitude des magistrats était en cause. Est-ce qu'elle est, vous, ce que vous mettez en cause, c'est le fait que les magistrats ne fassent pas exécuter les peines, ou bien que les lois ne sont pas adaptées, ou bien
Est-ce que vous dites, comme le suggérait tout à l'heure François Grandvilliers, que c'est pas, vous avez le sentiment ou le constater que les magistrats sont parfois plus durs avec les policiers qu'avec les délinquants? En fait, c'est exactement ça, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire d'un côté, nous, on a l'impression qu'on passe devant le tribunal, devant un magistrat, devant un juge, on n'aura pas de cadeau. C'est-à-dire que si la moindre... C'est un sentiment ou c'est une réalité? C'est une réalité. Quand un policier est mis en examen ou on a un collègue, par exemple, à Noisy-le-Grand, qui a poursuivi un braqueur, Noisy-le-Sec, qui a poursuivi un braqueur, et le braqueur s'est retourné avec une grenade, il a menacé le policier, et le policier a tiré dessus. Malheureusement, voilà, on lance une grenade, on repart, le policier a eu le malheur de tirer en légitime défense, selon moi, dans le dos. Mais le juge, lui, dit clairement que ce policier n'a pas agi en légitime défense ou qu'il est coupable. Et le juge maintient qu'en fait, lui reste le seul dépositaire du code pénal et procédure pénale. Donc c'est lui qui décidera, en dernier lieu, comment interpréter la loi. C'est ce que vous avez constaté également, François Grandvilliers? Oui, effectivement. Alors, je l'évoquais aussi, c'est un dysfonctionnement de toute la chaîne pénale. Je connais aussi des magistrats avec lesquels je m'étais entretenu parce que j'étais un peu chagriné parce qu'il me semblait le caractère trop laxiste de certaines décisions et qui m'ont confié, si la prison était ce qu'elle devait être, on l'aurait envoyée, mais compte tenu de ce qu'elle est, on ne veut pas. Donc ça montre bien que ces dysfonctionnements, en fait, remontent sur toute la chaîne. Ce n'est pas qu'une question de qualité ou non des magistrats. Et la justice manque encore plus de moyens, proportionnellement, que la police ou la gendarmerie. Donc police et gendarmerie manquent de moyens matériels et n'ont pas les effectifs suffisants par rapport à leur charge procédurale. On passerait de 2 tiers à simplement la moitié de charge procédurale, à la limite, il y aura assez d'effectifs. Par contre, il n'y a pas assez de juges, pas assez de prisons. Si la justice avait plus de moyens aujourd'hui, vous pensez que justement l'état de la police serait... Ça réglerait une partie du problème. Il y a aussi un vide juridique, notamment pour réprimer la délinquance des mineurs. Là, ils sont les témoins quotidiens du retour sur le terrain de délinquants qui ont été la veille. C'est pas de la fiction, ça. C'est une réalité avec une délinquance qui est de plus en plus jeune et de plus en plus violente. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut lire le livre de Guillaume Lebeau, Parole de flic. C'est notamment ce témoignage quand vous détaillez justement cette délinquance des mineurs. Justement, est-ce que vous êtes penché sur cette question et quelles solutions vous préconisez? Ce n'était pas l'objet strict du rapport, mais c'est évident qu'on a bien souligné que pour répondre même à la quête de sens aujourd'hui des policiers et des gendarmes, il faut absolument que la chaîne pénale fonctionne. Alors c'est par des réponses pénales adaptées par rapport notamment à la délinquance des mineurs, mais aussi à la délinquance des adultes, et par une exécution des peines, parce que c'est peut-être plus là encore quel problème que sur la décision des peines, et sur un système carcéral qui doit fonctionner, et il doit fonctionner aussi pour de la réinsertion, parce qu'effectivement on en sort et il ne faut pas qu'on revienne après dans la société pire qu'on y est entré. Donc tout est à revoir, mais ça n'empêche pas les problèmes propres à la police et à la gendarmerie de manque de moyens ou de mauvaise gestion. Dans Colère de flic, pardon, parce que j'ai écorché 2 fois le titre de votre livre, et je remercie Benjamin Bergin en régie qui m'a corrigé, vous dites justement que il faut que la justice se durcisse, arrête d'avoir la culture de l'excuse et qu'on juge des mineurs comme on juge aujourd'hui des majeurs. Est-ce que c'est ça que vous préconisez? Est-ce que ça vous paraît sage? Il ne s'agit pas bien sûr de tous les mineurs et prendre des enfants. Aujourd'hui, on a des mineurs vraiment à l'approche de la majorité qui sont déjà des délinquants chevronnés. Beaucoup d'ailleurs sont récidivistes, mais beaucoup n'ont pas eu le temps d'être récidivistes simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être jugés, mais ils sont déjà multi-réitérants. Et quand il y a une certaine impunité qui existe tant qu'on est mineur pénalement, eh bien c'est une invitation à la récidive. Et parfois ils sont très surpris d'ailleurs quand ils se prennent là une peine plus élevée. Une fois qu'ils sont majeurs, ne comprennent même pas parce que ça change tellement de l'impunité dont ils bénéficiaient. Donc il faut effectivement pouvoir prendre les multi-réitérants mineurs délinquants mais déjà chevronnés, il faut les sanctionner autrement qu'aujourd'hui. Comment ? Eh bien, par des peines réelles, par de l'emprisonnement, même si la peine soit réelle soit adaptée, exécutée. mais bien sûr. Voilà. Parce que justement, il ne faut peut-être pas oublier 2 chiffres qui sont quand même de nature à résumer un peu ce débat. Petit 1, on est entre 80 000 et 100 000 peines non exécutées en France, ce qui est quand même juste énorme. Et selon les révélations qu'a faites Gérard Collomb devant la commission, il y a 2600 officiers de police judiciaire qui, l'année dernière,
ont rendu leur habilitation, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus être OPJ, parce que justement, ça ne sert à rien. Ils disent, nous, on est en train de vider l'océan à la titière, ou alors à faire, comme le disait monsieur le sénateur, du vélo sans chaîne. Vous pouvez préciser, pardon, Christophe, le policier judiciaire, qu'est-ce qu'il a justement comme pouvoir par rapport justement L'officier de police à l'institution judiciaire. Voilà, l'officier de police judiciaire, il a des pouvoirs tout à fait particuliers qui lui permettent de diligenter des procédures sous le contrôle d'un juge d'instruction, par exemple, faire des auditions, faire des perquisitions, tout ce qui permet de lutter contre la moyenne et la grande délinquance. Donc c'est-à-dire qu'il y a ce qui empoisonne les Français, mais il y a aussi les gens, les cambriolages, les agressions, toute cette délinquance de masse doit être faite avec un statut d'OPJ. Si tout d'un coup les gens disent bah, moi je ne vais plus aller en perquisition, de toute façon ce que je vais prendre ça ne servira à rien, ou alors je ne vais plus entendre monsieur, parce que si on l'écoute, de toute façon il sera relâché dans 2 jours, voire le soir même, dans ces cas-là, on va faire un appel d'air pour les gangsters et les voyous, parce que ça va renforcer le sentiment d'impunité. Vous voyez ce que je veux dire ? Arnaud dit il y a les outrages et il y a les violences, mais aussi les violences maintenant. Donc c'est ce que vous soulignez justement sur l'augmentation de... On a d'ailleurs le législateur. On a aligné les outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, en y ajoutant d'ailleurs les sapeurs-pompiers, au niveau des outrages à magistrats. Ce qui est évident, c'est que le niveau de condamnation n'est toujours pas le même. C'est-à-dire que déjà un policier doit apporter la démonstration de l'outrage, etc. Parfois il se sent mis en cause ou mis en doute par le magistrat lui-même qui va mettre sur le même pied la déclaration du policier et celle du délinquant, ce qui est difficile à vivre pour le policier qui est assermenté, même si on peut comprendre le magistrat. Mais aujourd'hui les outrages sont absolument courants. Et je sais que dans ma police municipale, je les ai fait toujours poursuivre systématiquement avec l'appui de la ville. Quand un policier décide de porter plainte, il est tout seul. La protection fonctionnelle est minimale. Il va aller porter plainte en dehors de ses heures de service. Il n'a pas son administration qui est pleinement solidaire et il faut que ça change. Il faut que l'administration soit derrière chacun de ces agents qui est insulté, maltraité ou mis en cause. Avoir supprimé tous les systèmes sociaux, y compris la police de proximité, nous dit Delphine, le gouvernement est responsable de la montée des violences. Ce n'est pas ce gouvernement actuel qui a supprimé la police de proximité, il l'a rétablie. Attendez, tout le monde est d'accord avec la proximité. Le problème de la Polprox des années 90, il était double. Le premier, c'est que la répression était presque honteuse et l'arme ultime. Et on demandait d'abord aux policiers de faire surtout de la prévention. Or, il y a 10 ou 20 métiers de la prévention. Bien sûr que des politiques publiques doivent faire à la fois prévention et répression, mais il n'y a que les policiers, les gendarmes qui répriment. Et s'ils ne le font pas, personne ne le fait. Et donc on avait un certain déséquilibre et quelque part la répression était honteuse. L'autre problème, c'est que la Polprox avait donné certains bons résultats au stade de l'expérimentation avec des moyens augmentés. On avait plus collecté de renseignements, on les traitait. Quand on a généralisé à effectif constant, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait dégarni les unités d'investigation au bénéfice des proximiers. Donc même l'information collectée n'était pas traitée. Donc l'idée de proximité est bonne, elle revient avec la police de sécurité du quotidien. C'est pas ça qui est en cause. C'est de savoir si les policiers et gendarmes retrouvent le temps du contact. Et il ne faut pas que ce temps soit au détriment de l'investigation et de l'intervention. C'est votre avis, Guillaume Lebeau ? Exactement. En fait, nous, policiers, on est pour un rapprochement de police-population. Il ne faut pas croire que on veut rester, nous, dans nos commissariats et le citoyen à l'extérieur, les délinquants à l'extérieur, les mineurs à l'extérieur, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement avoir plus de contact avec la population. Mais le problème, c'est que ce contact ne peut pas se faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, on estime que, par rapport à ce qui est dénoncé dans ce rapport, c'est que la police va mal déjà. On a des problèmes déjà pour gérer notre quotidien de nos policiers. Donc, nous rajouter en plus la police de sécurité du quotidien sans réellement augmenter les effectifs et changer la méthodologie de la police nationale, ça ne pourra pas fonctionner. Jean s'interroge sur les zones de non-droit. Pourquoi, où et que faire, nous demande Jean.
Sur les zones de non-droit, ça a toujours été une espèce de serpent de mer, hein. Il y a eu les ZSP, les zones de sécurité prioritaires, qui ont été créées à l'époque de Manuel Valls, qui étaient censées éradiquer les zones de non-droit dans un temps record. Je pense qu'il n'y en a jamais eu autant et de manière aussi abîmée que maintenant. C'est-à-dire qu'on a une république en peau de léopard, où la sécurité républicaine est véritablement... Voilà, non, bien sûr, parce que où la République a encore la main, mais il y a des poches entières qui échappent complètement au contrôle des forces de l'ordre. Il faut quand même le savoir. Moi, je suis allé dans certaines cités, à partir de 17h, les forces de l'ordre hésitent à aller au contact parce que les dealers commencent à s'installer, et si tout d'un coup il y a, enfin je parle, Guillaume Lebeau est à la BAC, il va certainement confirmer que s'il y a trop de contacts entre les rugueux, entre les dealers et les forces d'intervention, ça met les cités à feu et à sang, et on n'a pas les moyens de régler ce problème. Et en plus, il n'y a plus le renfort des forces de maintien de l'ordre qui sont mobilisées ailleurs. Tout à fait. Donc moi j'ai été maire d'une zone de non-droit, dans lequel j'ai rétabli le droit. Donc, c'est comment ? Alors d'abord par des moyens municipaux, avec la police municipale la plus nombreuse de France par rapport à la population, et qui me permettait d'assurer sur 14 000 habitants 2 patrouilles en permanence. La police nationale, c'était 3 équipages la nuit, 2 équipages toutes les nuits chez moi. C'était 3 équipages par nuit dans une circonscription de plus de 200 000 habitants. Donc la présence est insuffisante. Ensuite, quand on veut traiter une zone de non-droit, il faut tout mettre ensemble. C'est à la fois, il ne faut accepter aucun comportement extérieur qui viole la loi. Ça demande des moyens en sécurité publique avec des renforts de maintien de l'ordre importants. Mais ça veut dire aussi aller jusqu'au fond pour extraire l'économie souterraine qui ronge en fait ces quartiers au détriment de la population. Et ça doit être fait à très grande échelle. Et il n'y a pas dans mon département, il n'y a pas d'1 million d'habitants, ils ne sont pas 10 pour les stupes sur l'ensemble du département, c'est complètement insuffisant. Pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas que la PSQ, au nom de la proximité, retire encore des effectifs à des unités comme les stupes. Voilà, la nouvelle police de proximité, mais qui réprime et qui ne font pas que de la prévention. L'autre souci avec la zone de non-droit, justement, c'est que, par exemple, il y a quelques mois de cela, j'étais sur une ville où il y avait des violences urbaines. On était à Villeneuve-la-Garenne, dans le 92. Tous les soirs, des jeunes incendiaient des poubelles, des véhicules, cocktails Molotov sur les policiers. Ça, c'était toutes les nuits. En fait, pendant une semaine, ça a duré. Et pendant que ça durait, en fait, le problème, c'est que la volonté n'était pas clairement de rétablir l'ordre. C'est-à-dire qu'on demandait aux policiers de ne pas rentrer dans la cité pour ne pas créer des meutes supplémentaires. Ça continue, ça ? Ça continue encore. C'est encore le coup de ça. C'était il y a quelques mois que ça s'est passé. Et ça, vous préconisez dans votre rapport d'arrêter ça ? La tolérance zéro contre la délinquance et même les incivilités. Mais cette démission, on l'a même dans les prisons. Un policier qui me raconte qu'il a suppléé lors du mouvement de grève des gardiens pénitentiaires et qu'on leur a demandé de laisser passer le cannabis pour faire chuter la tension. Voilà. Dès lors qu'on est dans ce type de concession, on ne tient plus rien. Alors, juste peut-être une seconde. Une dernière, parce qu'après, François Grosdidier doit partir. En 20 secondes, à partir de septembre, normalement, le gouvernement va quand même essayer de mettre en place des territoires dits de reconquête républicaine, 60 territoires dans lesquels, des zones très dures, dans lesquelles on va injecter du fonctionnaire. Donc ça va être une nouvelle épreuve du feu, on verra ce que ça donne. Roanne est très critique sur la police. Il voudrait savoir pourquoi certains refusent d'avoir des caméras avec eux. Nous ne refusons pas d'avoir des caméras avec nous. C'est-à-dire que mes collègues sont pour avoir une caméra. Mais le problème aussi aujourd'hui, le matériel n'est pas souvent adapté. C'est-à-dire que moi, je suis en civil. Je vais travailler comme ça. Et le problème, c'est qu'on va me donner une caméra qui est la même, que ce soit pour le policier en tenue ou le policier en civil. Donc moi, avec une caméra qui est cette taille-là sur mon torse, au niveau de discrétion, c'est un peu compliqué de travailler en civil avec cette caméra. Le matériel n'est pas adapté. Donc si le matériel est adapté, vous l'accepterez. Avec le 84 km sur les routes, les gendarmes seront encore moins sur le terrain, nous dit Lelot. Peut-être question de priorité. Il y a quand même beaucoup de gendarmes dévolus à la sécurité routière. Il y aura beaucoup de contrôles automatiques. Mais effectivement, même parfois, les policiers et gendarmes ont le sentiment d'être trop mobilisés sur ces actions, même s'ils sont quand même tous témoins d'accidents de la route et ils savent à quel point c'est traumatisant, ont tous rencontré des familles victimes d'accidents de la route. Donc ils ne sont pas du tout insensibles à cette question, mais souhaiteraient parfois être mobilisés sur la lutte contre une vraie délinquance beaucoup plus préoccupante et qui n'est pas toujours la priorité. Il y a énormément d'affaires classées sans suite parce alors que l'auteur est connu, où on ne se sera pas donné les moyens d'identifier les auteurs. Et ça, c'est terriblement frustrant
parce que ce n'est pas dans les priorités du commissariat parce qu'il est débordé. Les taux d'élucidation continuent de baisser, d'ailleurs. Vous avez vu ça, attention, c'est ce que disait Guillaume Lebeau, attention au taux d'élucidation. C'est-à-dire que parfois on l'a amélioré parce que les policiers allaient systématiquement, par exemple, le consommateur de cannabis, on le chope, on sait toujours qui c'est, mais justement, il n'est pas poursuivi. Par contre, le suivre davantage, essayer de trouver le dealer, etc. Donc le taux d'élucidation ne signifie pas tout. Par contre, il y a énormément d'affaires. Justement, on va prendre l'affaire dont l'auteur est connu, mais par contre, on ne va surtout pas chercher l'auteur qui n'est pas connu parce qu'il va falloir beaucoup plus de temps pour avoir un point de plus sur le taux d'élucidation. Donc, et très souvent, on pourrait le trouver, on ne le cherche pas. Lors du changement d'uniforme, ce sera ma dernière question, sous Sarkozy, ministre de l'Intérieur, les policiers disaient qu'ils auraient préféré du matériel. Et sur le chat du Figaro Live, d'ailleurs, les internautes débattent sur l'achat du matériel. Certains disent que les fonctionnaires achètent parfois eux-mêmes leur matériel. C'est vrai. C'est vrai. En fait, il y a beaucoup de fonctionnaires qui achètent leurs ceinturons, qui achètent leurs chaussures, parce que le matériel, leur caméra, effectivement, mais parce que, en fait, parfois, ils considèrent que le matériel de l'administration, le matériel de dotation, n'est pas à la hauteur et il n'est pas confortable. Il y en a même qui viennent avec des ramettes de papier, qui viennent avec... Ce que vous faites ? Oui, ça nous arrive d'acheter du pro-matériel. Effectivement, la pénurie de papier, ça m'est déjà arrivé aussi en week-end, des procédures imprimées et plus de papier dans le commissariat. Du coup, vous ne faites pas rembourser par note de frais? Non, malheureusement non. Et c'est qu'on a de plus en plus recours à des achats personnels. Et le problème du matériel, c'est que le matériel n'est pas acheté en concertation avec le policier de terrain. C'est-à-dire que ce sont des appels d'offres qui sont gérés par des directeurs centraux, par exemple. Et nous, policiers de terrain, on n'est pas assez consultés pour savoir de quel matériel on a besoin. Il y a un vrai sous-investissement. Il est de 90% en fonctionnement et 10% en investissement. Ça devrait être au minimum le double, au minimum. Il faudrait le double en investissement. 90% pour les salaires, 90% pour les salaires, en gros 10% au-delà. Pendant 5 ans, on propose une loi de de programmation parce qu'on a un rattrapage à faire sur l'immobilier, le parc automobile et sur les équipements technologiques. Eh bien, merci beaucoup François Grosdidier. Vous répondez ainsi à Gis qui nous disait les moyens de policiers aujourd'hui sont ceux d'il y a 30 ans. Il faudrait leur donner les moyens nécessaires et c'est une préconisation qui est faite par François Grosdidier. L'état des forces de sécurité intérieure, c'est un rapport donc du Sénat qui est à retrouver sur le site du Sénat. Votre interview d'ailleurs et les articles de Christophe Cornevin, de Jean Kiki-Zola sont à retrouver dans l'édition papier du Figaro et sur le site lefigaro.fr. Colère de flic, c'est chez Flammarion et c'est de Guillaume Lebeau. On vous le recommande bien sûr parce que ce qu'on y lit est proprement hallucinant, mais c'est également passionnant de découvrir le quotidien de ces policiers de terrain. Et je vous donne rendez-vous...